monde, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence aujourd'hui, pour ce webinaire qui est censé donner un avant-goût pour notre Healthcare Week Luxembourg qui aura lieu le 7 et 8 octobre 2025. Il s'agit de la troisième édition de cet événement qui se veut vraiment être un peu un laboratoire européen des systèmes de santé. Et nous attendons cette année probablement 3000 visiteurs, plus d'une centaine d'exposants. Et les événements, en particulier le programme scientifique qui est très nourri, va se dérouler sur 2 jours avec de nombreux experts, des tables rondes. Et nous avons choisi comme thème principal pour l'ensemble du congrès le titre suivant: l'intelligence artificielle au service des professionnels de santé. Et quand nous parlons de professionnels de santé, nous ne voyons pas que les cliniciens et ceux qui sont en charge des patients dans les institutions ou en dehors, mais également ceux qui s'occupent d'enseignement, les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs des startups, etc. Donc on voit le système de santé de façon très large et on se veut être une plateforme d'échange de bonnes pratiques européennes. Voilà, la langue de ce webinaire est en français. Il faut savoir que le Healthcare Week se passe dans plusieurs langues, comme on a l'habitude à Luxembourg, mais on garantit une traduction simultanée. Donc, pour ceux qui parlent plutôt germanophone, francophone, anglophone, tout le monde est le bienvenu et les inscriptions sont ouvertes. Voilà, je suis la personne qui va vous mener à travers ce webinaire pendant les 55 minutes qui restent. D'abord, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos 2 interlocuteurs principaux aujourd'hui. D'abord, le professeur Giovanni Briganti, qui est professeur à l'Université de Mons pour l'intelligence artificielle et pour la médecine digitale. Il est de formation psychiatre, donc une vue vraiment très large, et c'est lui qui va nous faire la première présentation. Ensuite, nous passerons à des questions-réponses et notre deuxième intervenant que j'ai le plaisir de vous présenter, c'est Dr Alexandre Hébert, qui est le directeur général aux affaires médicales chez Vivalia, qui est une grande institution de santé en Wallonie, chez nos voisins belges, qui gère, je pense, plus d'une quinzaine d'institutions de santé, et nous sommes tout à fait curieux de ce qu'il va nous raconter sur l'implémentation des applications d'intelligence artificielle. Voilà, je présente également rapidement Guillaume Schack, qui est notre project manager et qui sera en charge de la gestion des questions et de formuler ces questions à la fin de chacune des présentations. Donc, je vous invite vraiment à poser des questions sur le chat qui est accessible à vous tous. Voilà, donc je passe la parole à Giovanni et voilà, il a une première présentation à vous faire. On passera aux questions-réponses ensuite. À toi, Giovanni. Merci beaucoup, Dr Turk, pour cette introduction. C'est un grand plaisir d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire et de participer également au comité scientifique de la Healthcare Week de cette année, puisqu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est mon domaine de recherche principal et c'est celui dans lequel j'évolue. Alors, pour vous donner une introduction, un panorama sur ce que c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, je vous ai mis une slide avec 8 domaines qu'il faut retenir. Le message principal de cette slide est que l'intelligence artificielle en santé aujourd'hui constitue énormément de domaines dans toutes les spécialisations médicales en ce qui concerne la clinique et même toutes les spécialités d'organisation hospitalière, de gestion logistique, de management et tout ce qui gravite autour de la santé, même en ce qui concerne la recherche et le développement. En ce qui concerne les soins de santé, en particulier quand on regarde à l'intelligence artificielle, eh ben, en fait, on a énormément de sous-domaines, même spécifiques à chaque spécialité clinique. Quelques exemples, nous pouvons, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, eh bien, en fait, surveiller les malades à distance et pouvoir donc prédire sur base du dossier du patient et les données qui lui sont spécifiques en le suivant moment après moment, pouvoir prédire que des complications vont survenir à distance chez le patient. Il existe donc des modèles d'intelligence artificielle appelés idiographiques qui vont se baser sur l'individu et aller détecter, par exemple, chez un patient qui est connu pour des problèmes cardiaques, quand sera
le prochain moment d'insuffisance cardiaque ou quand sera le prochain moment qui nécessitera une consultation ou un passage aux urgences. Mais il n'y a pas que la cardiologie, bien évidemment, en ce qui concerne la surveillance. Vous avez aussi le domaine du diabète, où aujourd'hui l'intelligence artificielle constitue non seulement une prise en charge optimale, mais et surtout, ça constitue la prise en charge de référence en ce qui concerne notamment le diabète de type 1. Quand on parle notamment de pancréas artificiel en boucle fermée, l'IA est partie intégrante de ces technologies. Et bien évidemment, dans le domaine de l'épilepsie, on peut venir surveiller les patients à distance et prédire quand ils vont faire la prochaine crise. Dans les soins de santé, bien évidemment, toute une partie est diagnostique. Il y a des métiers, 3 métiers en particulier en médecine qui sont, très, très hautement diagnostiques et donc je vais en citer, bien évidemment, la radiologie, l'anatomie pathologique et la médecine de laboratoire. Ces 3 métiers sont souvent quelque part, targetés, ils sont ciblés par des articles de presse en disant par exemple: «L'IA aussi efficace, voire plus efficace que les radiologues, l'IA aussi efficace, voire plus efficace que les anapathes». Il n'en est pas question aujourd'hui. Le design des études scientifiques, que nous avons à disposition n'est pas suffisant pour montrer que, finalement ces technologies dépassent l'humain dans n'importe quel contexte. Ce n'est que dans des conditions tout à fait expérimentales que parfois l'IA peut se montrer un petit peu plus élevée que les professionnels, mais quand on change d'hôpital, quand on change de contexte, l'IA reste inférieure aux professionnels de soins de santé. Et par ailleurs, rappelons-le, dans un cadre européen, le professionnel de santé, en particulier le clinicien, doit rester toujours à la manœuvre. Plein d'autres domaines dont j'aimerais vous parler, mais le temps est court aujourd'hui et je vais vous parler en particulier de la prévention. Nous savons qu'en Europe, nous devons tous mieux travailler en matière de prévention des maladies. L'IA permet d'élargir le champ de la prévention à tout citoyen qui peut utiliser notamment un smartphone avec des modèles d'IA qui vont apprendre sur l'individu dès le plus jeune âge et conseiller des mesures pour maintenir une bonne hygiène de vie et prévenir les maladies, notamment chroniques et non transmissibles. Plein d'autres domaines, mais je préfère changer de slide à ce stade pour vous parler de l'enquête que nous avons fait en Belgique. Dans mon laboratoire, nous avons été les premiers à sonder l'entièreté du pays et c'est une première et la seule enquête nationale qui existe à ce stade aujourd'hui au monde. Et nous avons étudié un petit peu en Belgique comment les professionnels adoptent ou pensent vouloir adopter les logiciels d'intelligence artificielle. Et c'est une enquête qui a aussi été questionné les dirigeants d'hôpitaux, non seulement les médecins. Quand on voit les intérêts où sont-ils situés? Beh, on voit que les intérêts sont pour améliorer la qualité de soins. Ce que nous voyons ici, c'est notamment que les professionnels sont intéressés par améliorer la rapidité et la précision des décisions qu'ils posent, pour la prise en charge du patient. Juste en dessous, et c'est un argument très important, on voit que les professionnels veulent réduire la charge administrative qui est liée au métier, du soin. Nous le savons, pour les médecins, cela constitue entre 50 et 80 de la charge de travail. Pour le personnel infirmier et paramédical, ça constitue entre 20 et 40 de la charge de travail, habituelle. Nous avons des professionnels qui n'ont pas fait des études pour faire de l'administratif et qui souvent trouvent ce côté administratif déshumanisant pour le volet des soins de santé. Bref, on voit en l'IA une promesse pour réduire la charge administrative avec plein de logiciels qui existent et qui peuvent soutenir le médecin dans cette démarche. Troisième ordre de priorité, on voit que, bien évidemment, il y a la priorité de réduire le risque d'erreur qui peut se présenter quand on va prendre en charge le patient. Bref, ce que l'on voit, c'est une grosse tendance à vouloir quelque part améliorer la qualité de soins que, l'on offre aux patients. Donc ça, c'est quelque chose qui revient tout à fait fréquemment et on peut voir, finalement que, c'est d'une grande priorité pour nos cliniciens. Si on passe juste la slide suivante, ce que nous allons voir, c'est, également que, dans les applications que l'on cherche,
les médecins et les gestionnaires hospitaliers souhaitent surtout un soutien à l'analyse et à l'interprétation des images, notamment radiologiques, mais aussi l'interprétation des résultats cliniques. Nous le savons, il y a plein de métiers qui dépendent de la médecine diagnostique pour faire leur travail et qui aimeraient avoir un petit support pour un petit peu réduire le niveau d'incertitude qui concerne le fait de réaliser des examens complémentaires, ce qui est tout à fait compréhensible et ce qui est tout à fait dans les cordes d'une bonne adoption de l'intelligence artificielle. Un autre intérêt, c'est celui de suivre à distance, bien évidemment, les patients et de pouvoir les soigner de façon optimale. Et troisième priorité, choisir le traitement le plus approprié. Alors, bien évidemment, quand on regarde ces priorités, on se rend compte que les médecins qui posent ces questions, ils ont parfois une idée assez précise de ce qu'ils veulent, parfois pas du tout, mais c'est le but, il faut aussi éduquer. Et si on passe à la toute dernière slide de mon exposé, je vais vous parler juste du fait qu'il y a des besoins qui sont non répondus pour l'instant dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Premièrement, la plupart des solutions qui sont présentes sur le marché, notamment les plus jeunes, manquent d'une certaine robustesse de sécurité, mais aussi de méthodologie pour s'assurer que la réplicabilité dans d'autres secteurs, dans d'autres hôpitaux que ceux où les solutions ont été développées reste assez forte, mais aussi une question sociétale. Que va-t-on faire quand on va déployer une technologie d'IA dans la pratique clinique courante et comment va-t-on s'assurer que la perception du soin ne va pas évoluer de la mauvaise façon? C'est pour ça que la Healthcare Week cette année sera si importante puisqu'elle va montrer à tout l'écosystème comment et pourquoi innover de la bonne façon à l'intelligence artificielle. Et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Mon temps de parole est fini. C'était très Merci beaucoup, Giovanni. Donc, j'interviens à ce moment. Bonjour aussi de ma part à tous nos participants de ce premier webinaire. Merci, Giovanni, pour ta présentation très ludique, très intéressante. Il y a justement la question, tu nous avais bien fait remarquer qu'il y a le besoin voilà, d'augmenter la vitesse des différents niveaux, d'avoir une meilleure prise de décision à une vitesse plus élevée. En même temps, donc de réduire le temps sur les charges administratives. D'un autre côté, il y a voilà tous les différents domaines dans lesquels l'application de l'IA dans le domaine de la santé peut s'appliquer, notamment tu as dit sur l'analyse et l'interprétation en radiologie, dans l'imagerie médicale ou dans la télémédecine. Mais en fait, une question qui se pose toujours, c'est combien c'est une énorme vitesse l'IA à laquelle l'IA va se développer. Et en parallèle, il y a plein de projets ou plein d'applications qui peuvent se faire. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à justement mettre en phase tous ces différents projets de manière structurée et linéaire, tout en restant dans une vitesse assez accélérée? Et je pense qu'aujourd'hui, et merci beaucoup pour la question, Guillaume, c'était tout à fait intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui est prioritaire pour ma pratique clinique? Qu'est-ce qui est prioritaire pour le site hospitalier dans lequel je pratique? Qu'est-ce qui est prioritaire pour la maison de repos, ou autre institution de soins pour laquelle je travaille ou mon propre cabinet? Sur base des questions à laquelle je vais répondre, et bien évidemment, la réponse peut être partagée entre le clinicien singulier et l'hôpital pour lequel il travaille, la direction hospitalière aussi ou de l'institution, pour se dire, voilà, nous sommes par exemple excellents en psychiatrie, ou nous sommes excellents en cardiologie ou en chirurgie vasculaire. Eh bien, allons chercher les applications qui sont les meilleures dans ce domaine et voyons quels partenariats scientifiques et économiques nous pouvons mettre en place avec les producteurs de cette application pour déployer de façon sécure l'application dans notre centre hospitalier. Je pense que aucune institution ne devrait aujourd'hui innover dans tous les sens possibles et imaginables, parce que alors on va perdre de la vitesse et on va aussi perdre le focus qu'il faut pour déployer ce genre de technologie. Mais il faut, un, une vision stratégique pour le déploiement de ces technologies, deux, de l'expertise à l'intérieur de l'institution qui puisse prendre en charge, bien évidemment, ces projets, et trois, des valeurs sociétales qui sont à ancrer dans le déploiement de la technologie pour cadrer le développement de la bonne façon. Très bien, Giovanni, merci pour cette réponse. Tu as déjà commencé un peu à répondre à ma deuxième question qui était justement les facteurs clés de succès
À part maintenant les quelques-uns que tu viens de dire qui sont très pertinents et effectivement, je pense que c'est compréhensible. Est-ce que d'après toi, il y a encore d'autres qui sont peut-être plus sur l'humain ou le soft, les soft skills, si on veut vraiment avoir une intégration qui a un vrai succès derrière? Oui, alors et il y a deux facteurs en plus que du coup je peux mentionner vu que j'ai le temps de cette question pour y toucher un petit peu. C'est premièrement la compréhension profonde de la quintuple hélice autour du développement de l'intelligence artificielle. Avoir cette compréhension est très importante pour comprendre qui sont les acteurs, quelles sont leurs attentes et comment les gérer. Et ça, c'est très humain comme facteur, bien évidemment. Et la quintuple hélice, elle est toujours formée de professionnels de santé, de industrie, de secteur public, bien évidemment, des citoyens et du milieu académique. Ça, c'est les 5 parties prenantes autour de l'intelligence artificielle dont il faut tenir compte et la connaissance approfondie de cette quintuple hélice, beh, elle est intéressante pour développer une approche qui fasse du sens. Et bien évidemment, un dernier point, le développement d'IA est le nec plus ultra de l'innovation technologique au sein d'un hôpital. Nous avons les outils. Maintenant, il faut que les outils soient combinés à une ingénierie clinique. Et ça, c'est profondément une vision managériale, humaine et professionnelle des soins de santé. Nous savons que les technologies existent. Comment allons-nous les déployer de façon efficace maintenant? Tout ceci nécessite une certaine compréhension de son propre fonctionnement, de ses points forts, de ses points faibles, et de pouvoir déployer de façon correcte un bon outil de la bonne façon au sein de l'hôpital. Encore une dernière question avant qu'on va sur la présentation d'Alexandre. Il y a une question dans le chat sur le return on invest des changements dans le domaine healthcare et l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as des retours d'expérience sur le ROI, respectivement, qu'est-ce qu'on peut espérer en avoir? C'est une question assez bien étudiée d'un point de vue d'économie de la santé. On voit que chaque euro investi en santé digitale ou IA en rapporte 3. Donc le ROI, il est chiffré, il existe, il est très important et par ailleurs, il est en train de véhiculer les politiques européennes qui sont en train d'être menées en matière de santé digitale. Le ROI, il existe et il est chiffré. Par contre, à côté de ce chiffrage monétaire, il y a en réalité tout l'aspect d'amélioration de soins et d'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de soins et de soins de santé grâce à ces outils. Et ceci, bien évidemment, n'est pas encore chiffré, mais ça se chiffrera dans le futur en termes de taux de rétention de personnel, taux de turnover qui sera réduit parce que les personnes vont rester dans leur structure et seront plus heureuses de fonctionner avec des outils qui leur facilitent la vie. Et ça, c'est aussi des ROI très importants à calculer. Merci beaucoup, Giovanni. Il y a encore une question ici sur justement les proposés actuellement, effectivement le contexte actuel politique. C'est une question, on n'aura malheureusement pas le temps d'y répondre aujourd'hui, mais c'est une question qui sera certainement intéressante dans le cadre de la Healthcare Week en octobre, où justement les sujets plus réglementaires et éthiques seront également abordés. Voilà, donc sur ceci, Philippe, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Je remercie le professeur Briganti qui a, dans ses dernières réponses, évoqué les ambitions européennes qui, je crois, sont un des grands sujets dont nous traiterons au Healthcare Week Luxembourg, puisque le European Health Data Space a été mis en route ces dernières semaines et je pense que c'est une ambition sociétale majeure pour tous les pays européens qui, dans cette situation géopolitique dans laquelle nous sommes, cherchent un peu à trouver des objectifs communs qui concernent tous nos citoyens. Donc l'ambition ici est effectivement de créer une base de données de 450 millions d'habitants et de citoyens qui sont tous assurés sociaux ou pratiquement, et donc qui sont dans un cadre administratif européen qu'on va développer et qui sera commun et qui sera une base incroyable, je pense, pour l'avenir de l'évolution des applications d'intelligence artificielle, de la recherche, des startups et du monde de la santé. Donc, merci Giovanni de nous avoir rappelé ce cadre qui est très important.
Très bien. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Alexandre Hébert qui va nous faire une présentation sur les mises en application plutôt, donc ce que Giovanni vient d'appeler l'ingénierie clinique, je pense, hein, ce qui est un terme que tout le monde comprend. Donc le docteur Hébert, il est directeur général aux affaires médicales chez Vivalia, qui est en charge d'une quinzaine d'institutions de santé en Wallonie. Et nous sommes curieux d'écouter ces expériences. Alexandre, je te passe la parole. Mais merci, Dr Turc, pour la présentation. Bonjour à tous les participants à ce webinaire. Ravi d'être parmi vous en cette fin de journée pour un thème qui m'est cher et que je trouve effectivement très important, l'intelligence artificielle au service des professionnels de santé. Je voulais en quelques minutes et au travers de 4 slides vous présenter d'une part le contexte global de l'intelligence artificielle et puis se rapprocher après la vision macro d'une vision plus méso qui est celle de l'hôpital, qui est le milieu dans lequel j'évolue. Alors c'est vrai que je travaille à Vivalia, ça représente en fait les 6 sites hospitaliers de la province du Luxembourg en Wallonie belge. C'est vrai qu'on a aussi des maisons de repos et des crèches et des maisons protégées, mais c'est 6 sites hospitaliers en Belgique francophone. Et alors je terminerai par une vision plus micro au niveau à l'échelle de mon hôpital qui est Vivalia. C'est vrai, comme Giovanni l'a déjà exposé tout à l'heure, l'intelligence artificielle, quelque part, fait partie du quotidien de la population. On l'utilise tous les jours par des applications, par des outils, par des nouvelles technologies. Quelque part, ça crée énormément d'attentes et finalement, avec une vision quasi infinie des possibilités qu'elle peut procurer. Alors, le domaine de la santé, qui est un domaine important, crucial de la vie, n'échappe évidemment pas à cette règle et à cette application, à cet intérêt de l'intelligence artificielle. Quelque part, la machine est déjà lancée et donc vouloir y échapper relèverait vraiment du non-sens, mais aussi de l'utopie. Donc, quelque part, quoi qu'on en veuille ou quoi qu'on en dise, cette intelligence artificielle fait déjà partie du quotidien du monde de la santé. Le tout est finalement de l'utiliser à bon escient et de faire de l'intelligence artificielle une intégration harmonieuse pour effectivement passer de la partie théorique, de la partie développement, à une intégration à notre pratique hospitalière quotidienne. Au niveau du contexte actuel hospitalier, c'est important. Alors, je suis quelqu'un d'assez positif et donc j'ai une vision assez optimiste finalement de l'IA, mais un optimisme néanmoins réfléchi. C'est-à-dire que ça souligne, et Giovanni l'a dit précédemment aussi, pas mal de questionnements et il faut aborder cette hypothèse, cette intégration de l'intelligence artificielle avec un regard à 360 degrés. C'est vrai qu'il y a des possibilités technologiques très importantes, ça évolue aussi et ça traite dans le domaine de la santé de l'humain, du domaine du service, et donc il y a certaines questions éthiques et morales qui vont très vite se poser lorsqu'on utilise un outil d'intelligence artificielle. Nous n'avons pas pour vocation d'utiliser cette intelligence artificielle de manière exhaustive ou en tout cas pour faire de l'intelligence artificielle, mais au contraire finalement de l'adapter aux besoins et de l'intégrer de manière raisonnée et raisonnable. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est aussi de le faire en concertation avec les équipes sur le terrain, parce qu'il ne faut pas utiliser l'outil pour l'utiliser, mais au contraire, finalement, que cela réponde à un besoin clairement défini par nos équipes. Et donc, quand nous choisissons de collaborer et d'utiliser certains outils, il est évident que les équipes sont partie prenante dans le processus collaboratif de choix. Nous avons un leitmotiv qui a été développé au niveau de notre plan stratégique, qui est finalement de redonner du temps aux soignants au chevet de leurs patients. Alors, vous savez que le milieu hospitalier belge fait face, en tout cas dans certains secteurs médico-soignants, à des pénuries. Donc, nous manquons de ressources dans certaines spécialités. L'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer quelque part ces ressources, mais au contraire est un outil complémentaire pour les assister, pour alléger tout ce qui est charge logistique, administrative, pour quelque part faciliter leur charge de travail qui est déjà évidemment très importante. Le plan stratégique que nous avons développé au sein de Vivalia s'appelle Pilote. C'est un anagramme où chaque lettre finalement représente un axe fort de développement. Le P, celui de patient, bien évidemment. Le I, celui de l'innovation. Et dans l'innovation, évidemment, l'intelligence artificielle, tout ce qui est nouvelles technologies, trouve toute leur place. Le L pour le lien, le O pour l'organisation, le T pour le talent et le E pour l'environnement. Si je fais le focus de manière encore plus précise finalement sur le groupement Vivalia, est-ce que nous souhaitons développer actuellement dans le domaine de l'IA au service des professionnels de santé? Nous voulons anticiper, nous voulons collaborer, nous adoptons une attitude quelque peu volontariste pour finalement
faciliter le développement de projets d'intelligence artificielle. Nous savons que nous ne le ferons pas d'un coup de baguette magique, nous ne le ferons pas en quelques jours ou quelques semaines. Donc, c'est vraiment une adoption progressive finalement de ces outils mis sur le marché. On est très investi aussi parce que vous savez aussi que le financement en Belgique, finalement, pour tout ce qui est projet innovant, se développe, mais n'est pas encore finalement à sa panacée. Et donc, il y a quelques projets, quelques soutiens financiers qui peuvent être reçus pour les hôpitaux, les structures hospitalières. Et donc, nous intervenons et nous répondons aux appels à projets innovants. Nous recherchons des soutiens financiers pour développer, pour intégrer ces solutions d'intelligence artificielle au sein de nos hôpitaux. Et on recherche aussi, et ça c'est important, des partenariats avec des firmes de développement, avec le privé, avec le milieu académique comme évoqué précédemment. Tout ça pour co-développer des outils, pour que finalement la partie théorique et la partie développement collent bien à la réalité de terrain. On a été un pas plus loin au niveau du département médical que j'ai l'occasion de diriger, c'est de développer un plan stratégique dédié à l'intelligence artificielle au sein du département aux affaires médicales et paramédicales. Et donc, on a mis sur papier, on s'est aidé évidemment d'un expert en la matière, on a mis sur papier quelles étaient réellement nos priorités en termes d'intégration de nouvelles technologies pour les prochains mois, pour les prochaines années. Et donc, notre volonté, c'est vraiment de développer, de créer et de faciliter le quotidien de nos équipes médico-soignantes qui, comme je le disais tout à l'heure, sont souvent confrontées à une charge de travail très importante. Ce sera toujours une aide, ça ne le remplacera pas, mais ça peut vraiment alléger certaines activités où la valeur humaine, finalement, n'a pas une réelle plus-value. Deux axes principaux, et je terminerai par là, au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau de Vivalia. C'est d'une part, parce qu'il y a une multitude de solutions sur le marché, nous voulions avoir une démarche la plus structurée possible. Et c'est pour ça que la première des choses qu'on a faites, c'est de souscrire un partenariat privilégié avec un intégrateur de solutions d'intelligence artificielle. C'est une sorte de catalogue qui va permettre, de par son expertise et de par la relation qu'on va y mettre et de par nos besoins exprimés, nous orienter vers la meilleure solution pour le besoin le plus adapté quelque part. Donc, on voulait vraiment, face à la multitude de projets disponibles, effectuer le choix le plus éclairé possible dans un champ de possibilités quasi infini. Et deuxièmement, je pense qu'il y a au sein de l'intelligence artificielle dans le milieu hospitalier 3 axes et 3 champs d'action principaux. D'une part, ça nous permet d'avoir des aides au diagnostic qui soient rapides, efficaces et évidemment testé et le plus fiable possible pour assister le médecin qui, au final, aura toujours le dernier mot et la conclusion quant au diagnostic, quant au protocole à apporter. Deuxièmement, ça nous permet de fluidifier certains flux patients au sein de nos hôpitaux. Un exemple concret, sur un de nos sites hospitaliers à Marche, nous avons un logiciel qui nous permet finalement de mieux organiser les flux au sein de notre service d'urgence, qui permet aussi de mieux préparer la visite du patient, l'admission du patient au sein du service. Il peut déjà encoder son motif de consultation, ses antécédents, ses traitements. Et donc, ça permet d'une part de l'orienter vers la bonne filière de soins et d'autre part de fournir des informations essentielles aux soignants qui auront à le prendre en charge plus tard. Et troisièmement, vous savez que dans le domaine de la santé, comme dans d'autres, nous faisons face à une multitude de données importantes. L'intelligence artificielle nous permet, au sein de nos dossiers patients, de structurer, et donc une structuration améliorée pour une meilleure accessibilité à toutes ces données de santé, pour faire en sorte que par rapport au patient, par rapport à son dossier, les éléments les plus pertinents en fonction de nos questionnements apparaissent de manière claire et soient accessibles pour nos équipes soignantes. Voilà, je vous remercie et je suis évidemment à votre disposition pour toute question en lien avec cet exposé et la thématique. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces explications aussi très pertinentes et très intéressantes. Tu nous as présenté très rapidement, tu nous as parlé plutôt du plan stratégique qui est vraiment dédié à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail quel était le processus du développement derrière ce plan stratégique? Tout à fait. Donc, c'est le plan stratégique institutionnel à l'échelle de Vivalia, le comité exécutif, donc le groupement de direction finalement des hôpitaux Vivalia, ont penché sur la question pour les 2-3 prochaines années finalement de quelle était la vision de Vivalia de manière globale. Et donc, c'est ça que le plan stratégique qui s'appelle Pilote, dont j'ai énuméré les différents axes, a vu le jour. Il était pour moi essentiel et j'ai défendu l'intégration de tout ce qui est I du pilote, donc l'innovation, les nouvelles technologies, qui aura finalement une projection dans chaque département de l'hôpital, donc aussi bien dans le pôle hospitalier que je représente, mais dans les autres pôles logistiques, tous les métiers qui gravitent au niveau de l'hôpital. Et alors, on a été un pas plus loin au niveau du pôle hospitalier et du département aux affaires médicales, en collège de direction médicale. Chaque hôpital est
structuré avec une direction médicale dédiée, on a voulu développer les axes stratégiques à nos métiers. Alors, quelques exemples concrets, on a évoqué tout à l'heure l'imagerie médicale. Pour nous, c'est important, aussi bien pour nos radiologues que pour nos urgentistes, d'avoir des solutions qui peuvent les aider à valider leur diagnostic. Et donc, on a des solutions, par exemple, de lecture de radiologie osseuse, de lecture de mammographie, de lecture d'imagerie thoracique, qui va permettre, d'une part, de confirmer ou de donner une intuition ou un diagnostic clinique qui sera toujours pris évidemment par le spécialiste médecin. Et ça va permettre aussi, dans le contexte des urgences, de fluidifier les flux et donc de faire en sorte finalement que la dynamique de prise en charge des patients au sein de nos services d'urgence soit plus rapide et donc effectivement avec une expérience patient qui sera en soi améliorée. Est-ce que dans tout ce contexte stratégique, les discussions qui ont eu lieu, est-ce qu'il y avait parfois aussi des choix difficiles à prendre? Notamment, tu as parlé justement de ce catalogue de solutions IA. Dans ce contexte, dans ce développement du catalogue, est-ce qu'il y a eu des choix ou des pour et des contre qui ont dû être vus plus en détail? Alors, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions qui se développent. Alors, ne nous le cachons pas, il y a quand même des intérêts commerciaux et donc on est très fréquemment contacté par des firmes, par des développeurs. Alors, il se fait qu'en Belgique, on est soumis, nous sommes une institution publique, à tout ce qui est marché public. Et donc, la première des étapes qu'on a voulu faire, c'est souscrire justement un marché public avec un partenaire qui soit un intégrateur de solutions d'intelligence artificielle, un catalogue qui va pouvoir référencer en fonction du service, en fonction du secteur, les différentes possibilités et qui va, à partir des besoins exprimés de nos équipes, nous amener à choisir la meilleure solution applicable à nos besoins. Et quelque chose que je voulais aussi souligner, parce que c'est bien d'avoir une solution, mais il faut qu'elle soit d'une part utile et donc adaptée aux besoins, mais il faut qu'elle soit bien comprise, intégrée par nos équipes et surtout qu'elle soit en capacité de l'utiliser. On a les meilleurs smartphones du monde, mais si on n'est pas en capacité de l'utiliser à 100%, c'est un peu dommage. Donc, on a insisté très fort sur l'aspect formation des équipes. C'est bien d'acheter la solution, mais il faut qu'elle vive sur le terrain. Et donc, dans le choix d'une solution, ce qui est important aussi, c'est tout le suivi d'accompagnement de la firme après pour nous aider au fur et à mesure du process à ce que les équipes qui auront concrètement sur le terrain l'utilisation de cet outil, que ce soit vraiment utilisé au maximum des possibilités. C'est bien, merci. Il y a ici une question dans le chat, justement aussi par rapport au catalogue de solutions. C'est de savoir comment sont collectées, transformées, respectivement aussi distribuées les données pour les différents types d'usages. Mais collecter, donc c'est clair que ce qu'on fait, donc on est organisé au niveau gouvernance avec des chefs de service. Alors notre premier focus était celui de l'imagerie médicale. Après on va adapter ça à d'autres secteurs hospitaliers, mais c'est clairement de partir du terrain et de partir finalement d'un besoin, toujours soit dans les deux diagnostics, soit dans la gestion du flux patient, soit dans la structuration de données. Un autre exemple que je voudrais citer justement dans ces solutions et dans la structuration de données, c'est vous savez qu'on a des dossiers patients informatisés avec beaucoup de données patients. On a eu l'occasion de participer l'année dernière à un hackathon. Donc, on a eu l'occasion sur notre site de Bertry d'accueillir des spécialistes de haut niveau au niveau de l'intelligence artificielle qui nous ont permis de créer un algorithme qui va permettre d'extraire dans les différents dossiers, dans les différentes sections du dossier patient informatisé, les informations les plus pertinentes et de les structurer afin qu'elles soient accessibles pour nos équipes. Et donc ça, c'est vraiment le déploiement en partenariat avec des spécialistes IA et avec nos spécialistes internes au niveau de l'IT. C'est toujours des partenariats et des collaborations entre nos équipes et finalement les partenaires qu'on choisit. Il y a ici un commentaire très intéressant dans le chat également, c'est l'implication des médecins qui forcément est essentielle, et je pense pas seulement les médecins, mais voilà tout le personnel hospitalier qui doit être derrière une telle solution. Et c'est vrai, je pense qu'on est tous du même avis que justement c'est le terrain quelque part qui doit aussi jouer un certain rôle en amenant ses différentes idées, ses besoins et de les partager avec justement sa direction. Est-ce que dans le contexte, est-ce que vous avez eu
aussi des difficultés parfois avec justement cette entente entre les besoins du terrain et tout ce qui est faisable, soit faisable au niveau stratégique, organisationnel, respectivement faisable à travers les fournisseurs de solutions. Alors, c'est vraiment une très bonne question, évidemment, une très bonne remarque. C'est pour ça que j'ai essayé de le rappeler dans la présentation. Très tôt, on implique les acteurs de terrain dans le processus de choix. J'évoquais l'intégrateur de solutions IA. On a fait des workshops, on a rencontré les firmes de manière totalement organisée dans le processus de marché public et on a associé, par exemple, nos chefs de service d'imagerie médicale à tout le processus. C'était important d'avoir leur regard. C'était même important, finalement, qu'ils testent les outils en amont. Comme ça, d'avoir l'expertise de terrain pour vraiment confirmer que ce qu'on faisait et ce qu'on souhaitait implémenter soit applicable directement sur le terrain. Alors, c'est vrai que comme manager et comme direction, que ce soit au niveau de l'hôpital ou direction médicale, c'est nous qui avons souhaité développer cette vision stratégique. Je pense que quelque part, c'était un axe fort qu'on voulait mettre en avant. Mais d'un point de vue opérationnel, dès le départ et dès les premiers contacts, on a inclus, alors on ne sait pas inclure évidemment l'ensemble des équipes, mais c'est souvent les responsables, les chefs de service qui sont impliqués dès le départ pour vraiment bien cibler le bon outil. C'est fondamental. De l'expérience ici, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé le sujet et beaucoup communiqué là-dessus, je trouve qu'il y a une adhésion assez globale finalement des corps médicaux. Alors, on ne sait pas faire une adhésion à 100%, il y a toujours parfois des craintes, comme je le disais. L'IA ne va pas remplacer et ça va alléger, ça va soulager et on va être surtout sur le focus de là où l'humain a moins de plus-value. Et donc, ça permettra, et c'est vraiment le leitmotiv, de réorienter l'activité de soins et de donner du temps pour les soignants au chevet de leurs patients. Et ça, l'intelligence artificielle ne le remplacera pas. Une bonne explication, une écoute attentive, un regard bienveillant auprès du patient, quelque part, on redonne un peu de temps pour ça où l'humain a vraiment une valeur ajoutée. Il y a encore deux questions qui sont arrivées dans le chat. Une première, justement, qui est un sujet très, très délicat, c'est notamment la protection des données. Je pense que c'est toujours un peu au cœur de toutes les discussions dès qu'on parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, de partage de données. Donc la question est assez straightforward. Donc comment avez-vous géré la protection de données derrière cette stratégie? C'est évidemment fondamental. Alors, et de plus, dans notre institution, elle a vécu une cyberattaque en 2022. Alors, un hôpital qui est cyberattaqué, ça a des implications très importantes au niveau de son opérationnel de tous les jours. Donc, il y a quelque part des traces et finalement des craintes qui persistent même au-delà des quelques semaines qui suivent la cyberattaque. Donc, on est extrêmement prudent au niveau informatique par rapport à tout ce qui est fuite de données ou en tout cas cyberattaque au niveau de nos process. Donc, très clairement, toutes les solutions et toute la gestion des données, et puis c'est des données de santé, donc inutile de dire qu'il s'agit de données extrêmement sensibles et qui ont une valeur inestimable. On essaie d'utiliser des clouds qui soient belges ou qui soient européens, en tout cas des clouds où la gestion de nos données seront bien gardées finalement. Donc, dans le choix de l'outil, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement nécessaire au niveau sécurité et maintenir nos données dans un environnement qui soit le plus safe possible. Très bien, merci beaucoup Alexandre. On va clôturer ici la séance de questions-réponses. N'hésitez pas à se mettre ou à continuer à soumettre vos questions parce qu'on va quand même essayer de les répondre lors de la Healthcare Week 7 et 8 octobre. Donc si vous avez des questions pertinentes, n'hésitez pas à les partager, comme ça nous permettra également à mieux préparer la Healthcare Week par rapport à vos demandes et vos questions. Sur ce, je redonne la parole à Philippe Turc pour une conclusion et la clôture de ce premier webinaire. Oui, merci beaucoup à nos trois intervenants. Un bon teaser pour le Healthcare Week, je dois dire. L'idée du Healthcare Week, en quelques mots, c'est vraiment d'inviter des orateurs experts qui interviennent de façon assez brève. On n'aime plus du tout les exposés qui durent 1h20. Donc, on a des intervenants qui interviennent avec un haut niveau d'expertise sur un quart d'heure, 20 minutes, 2 ou 3 consécutifs, et on organise des tables rondes dans lesquelles on cherche à avoir des participants de différents pays pour qu'on ait des cultures de healthcare le plus mélangées possible.
Nous savons tous que nous avons des systèmes de santé avec des différences notables et donc il y a un intérêt majeur pour échanger les meilleures pratiques et c'est l'intérêt principal du Healthcare Week qu'on puisse apprendre les uns des autres. Je vais juste revenir, j'ai vu passer brièvement une question sur la situation luxembourgeoise. Elle n'est pas spécialement brillante, si je puis dire. On a une bonne digitalisation au niveau des hôpitaux. On a encore des soucis d'interopérabilité. On a un projet national de dossier de soins partagés qui va évoluer évidemment dans le contexte européen pour être prêt pour les échanges de données qui seront obligatoires à partir de 2028 même ou 29, je ne sais plus. Et donc, on a du gros travail à faire à Luxembourg en termes d'interopérabilité. Et surtout, je pense qu'il y a un élément pour lequel on devra approfondir les débats, pour moi, c'est celui de l'ensemble des soins primaires. Nous sommes dans des institutions en général bien équipées et entourées de spécialistes. Nous avons les moyens de digitaliser de façon efficace. Mais si nous voulons des datas sur les patients qui soient utilisables de façon cohérente, il nous faut penser au parcours du patient qui débute malgré tout à la médecine générale et qui finit parfois chez un kinésithérapeute ou des soins à domicile. Donc je crois qu'il faut qu'on élargisse le débat sur la saisie des données également à l'ensemble du parcours des patients. Voilà, je crois que on va clôturer. On était finalement assez rapide. On est à 42 minutes de webinaire. Je crois que pour un premier avant-goût, c'est une bonne expérience. D'abord, je remercie nos intervenants qui étaient tout à fait bien préparés et à la hauteur. Il y aura un ou deux webinaires supplémentaires d'ici la Healthcare Week du mois d'octobre. Ce webinaire-ci sera également accessible sur la chaîne YouTube de HWL. Donc, si vous voulez le réécouter ou le passer ou donner la référence à vos collègues, n'hésitez pas. Un prochain webinaire aura lieu en mai-juin. On est en cours de le préparer. N'oubliez pas de visiter le site internet HWL avec son programme scientifique qui est en train de se concrétiser et qui a vraiment, je dois dire, cette année réuni des experts et des sujets passionnants. Les inscriptions pour le congrès sont déjà ouvertes. On vous attend à Luxembourg. Et voilà, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire et je peux me permettre de vous dire à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir à tous.